Merci Simon. Effectivement, donc merci d'être resté, puisque l'Open Lab Bruxelles a eu la tâche d'ouvrir et la tâche de fermeture. Donc on est content de vous accompagner du début à la fin de cette journée. Je dois avouer que quand Simon m'a proposé de faire le petit mot de clôture, je me suis dit ouais, chouette, je suis assez content. Et puis plus le temps arrivait, je me dis qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Et surtout à la fin d'une journée comme ça, où j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une richesse au niveau des échanges et des propos, des idées qui ont été échangées, des notions qui ont été partagées, qui étaient vraiment de très haute qualité, vraiment à la hauteur de la question de la journée en fait. Malgré tout, j'étais venu quand même j'avais un petit peu en tête un petit cadre comme ça qui me semblait coller à la question qu'on se posait aujourd'hui. En fait, le cadre, c'est celui dans lequel on vit tous. Enfin, le cadre qui s'est accentué ces dernières semaines. Le cadre du réchauffement climatique, avec la publication du GIEC dernière publication du GIEC il y a 2 semaines, publication du GIEC qui a été plus ou moins étouffée sous la campagne présidentielle française, dans laquelle on n'a pas vu de la moindre ou si peu de notions de discussion autour des enjeux climatiques. Et puis évidemment le contexte de la guerre en Ukraine, qui a été un révélateur super puissant du sac de nœuds sur lequel on est assis et des intrications sur lesquelles on a construit toute notre société. Et donc, je trouve que ce contexte révèle bien justement la complexité du monde dans lequel on vit, des enjeux, de nos difficultés à faire des arbitrages du coup entre des enjeux sociaux, des enjeux éthiques, des enjeux climatiques, des enjeux économiques, avec un monde politique qui a souvent bien du mal à s'emparer avec adéquation et avec certainement courage de ces questions qui sont de l'ordre de créer de la justice sociale, et offrir une vision d'un futur peut-être un peu moins angoissant et peut-être un peu moins, avec un peu moins d'impasse pour nos jeunes. Du coup, on voit qu'en fait, là, on est dans une période qui pose quand même beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on va gérer ces espèces de super bombes là qui risquent de nous péter au nez, enfin qui sont en train de nous péter au nez, et le domino cascade risque d'être assez violent. Il y a de la frustration chez les citoyens. Hein. En suivant un peu la campagne présidentielle en France, ils nous disaient c'est quand même dingue qu'on parle si peu des enjeux environnementaux. Il y a quand même 8 Français sur 10 qui sont très inquiets par les enjeux climatiques. On sait que les jeunes sont sortis dans la rue pour protester autour de l'inaction climatique. Et puis, je suppose que la frustration doit être grande chez les experts du GIEC, à éplucher autant d'articles, faire des synthèses aussi solides, étayées scientifiquement, pour que rien ne se passe derrière. Et donc, c'est là que l'action citoyenne et la connaissance citoyenne viennent certainement jouer un rôle important. On l'a vu aujourd'hui avec ce qui a été abordé cet après-midi, donc dans les projets sur la réappropriation et l'action dans le domaine de la question de l'eau et la question de l'air. Et évidemment, on a réinterrogé aussi ici, on parle des savoirs par les citoyens, et on était mis sur la table quand même le positionnement du monde académique, du monde universitaire. Il y a en fait clairement derrière la question des savoirs des enjeux évidemment qui mettent qui posent des tensions entre ce monde académique, ce monde non académique. Mais je crois que ce que montre cette journée aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette tension, c'est qu'il y a vraiment moyen de répondre aux enjeux actuels quand on crée des dispositifs plus hybrides, des dispositifs dans lesquels on tente effectivement de créer de la perméabilité entre le monde de l'action et le monde de la réflexion, de la compréhension des choses. Et donc, ces savoirs permettent effectivement, les recherches qui sont mobilisées, dont on a parlé aujourd'hui, permettent de créer du savoir, qui permettent de comprendre où est-ce qu'on vit, comment est-ce que les choses fonctionnent, qui permettent de planifier de l'action, qui permettent aussi de comprendre l'action qui est mise en jeu. Donc, clairement, je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui montre combien est-ce qu'il est nécessaire
qu'on consolide ces dynamiques-là et qu'on arrive certainement à créer encore plus de ponts, plus de solidité entre justement les différents acteurs qui agissent. Jean-Marc Jancovici, encore quelques jours interrogé sur un plateau, disait ce que le politique a échoué à faire et ce qui est nécessaire de faire, ça va être notamment de réconcilier le social et l'environnemental, qu'on a trop souvent utilisé l'un pour aller pour mettre des bâtons dans les roues à l'autre. Faisons pas de l'environnemental parce que ça va créer des injustices sociales et surtout et que c'est pas les bonnes manières de poser les questions. Donc avec cette idée que justement, il fallait rentrer dans la complexité des questions, c'est une des idées que Xavier a mis sur la table ce matin. Comment est-ce qu'on rentre dans la complexité des questions, la complexité de notre système alimentaire, la complexité de notre approvisionnement énergétique, la complexité de l'économie qui ne crée pas forcément de la valeur, et qui détruit l'environnement. J'avais envie de vous proposer trois axes de réflexion, ou peut-être trois axes d'action qui me semblaient être intéressants à mettre en œuvre, mais qui ne seraient pas à mettre en œuvre individuellement, qui seraient certainement à mettre en œuvre de manière plus fédérée, de manière plus co-construite entre justement tous les acteurs qui se positionnent sur le champ de l'action et de la compréhension. Il y a d'une part un axe qui est lié à l'engagement. Linde et Lynn nous ont dit ce matin que pour créer de l'engagement, il fallait des graines, il fallait des intérêts, ils y sont. Il fallait du courage. Alors j'avais envie d'appeler à du courage peut-être du monde académique à casser la fameuse chaîne de production, la fameuse chaîne d'excellence dont nous parlait Julie ce matin. Comment est-ce qu'on peut faire à un moment quand on s'est créé peut-être un espace de sécurité personnelle, comment est-ce qu'on peut un peu se décaler pour s'engager, s'impliquer dans des recherches qui sont peut-être moins dans les canons académiques mais qui ont pourtant une valeur tellement fondamentale, tellement importante. Et puis, elle disait qu'il y avait aussi parfois une nécessité, un désespoir. C'était parfois ça les moteurs. Nécessité, désespoir, clairement, ils sont là pour beaucoup de gens. Et il faut maintenant être à la hauteur de cette nécessité, de ce désespoir pour les accompagner et pouvoir aider à passer au-delà de ces difficultés. Donc je pense que ce qui a été évoqué aujourd'hui dans ces dispositifs de citizen science, de sciences participatives, sciences collaboratives, avec toute la diversité de typologies, je pense que c'est certainement une bonne piste. Ça fait peut-être un peu moins peur que la co-création. Alors je ne suis pas excluant, mais en tout cas, certains dispositifs permettent peut-être plus facilement à certains académiques un petit peu de sortir de leur pratique, en tout cas étoffer leur pratique, avec quelque chose qui permet quand même effectivement de proposer des dispositifs qui donnent un peu cette validité scientifique, tout en apportant toute une série d'éléments de compréhension dont les pouvoirs publics peuvent faire usage et dont les citoyens peuvent tirer profit. Et l'approche de Curiosener, notamment, j'ai trouvé ça assez génial, cette idée de mettre une pancarte sur voilà, dans la rue ce qui a été mesuré. Je trouvais que là, il y avait une capacité de mobilisation, d'information et d'émancipation d'ailleurs qui était vraiment importante. Donc je pense que cette notion d'engagement pourrait se mobiliser à travers des modalités d'intervention qui sont peut-être des consensus ou des transensus, comme ça a été évoqué ce matin. En tout cas, ça permettrait peut-être de glisser progressivement de pratiques académiques classiques vers des pratiques un peu plus hybrides. La deuxième idée, ça serait que, Julie l'a aussi évoqué, Julie Hermès ce matin, qu'elle voyait l'université comme un lieu de lutte, clairement. Donc je pense que, je parle pas pour rien, parce qu'à l'Open Lab, c'est ce qu'on essaie de faire, mais il y a des tas d'autres lieux qui essaient de faire ça, de créer des structures, des lieux de soutien, justement, des lieux qui permettent la rencontre des différentes parties prenantes, des lieux qui soient accueillants et où l'on puisse se retrouver pour poser les questions dans leur diversité. On a bien dit, Jacques Morieux l'a encore dit ce matin, parfois il s'agit de savoir quelle est la bonne question finalement, et que les questions des académiques sont pertinentes, mais il y a d'autres questions qui le sont tout autant. Et que parfois c'est la rencontre des différentes réalités qui permet de se figurer quelles sont la diversité de ces questions que l'on va chercher à creuser. Voilà, donc créer ces lieux dans lesquels des lieux qui s'inscrivent sur la durée et qui s'inscrivent aussi vraiment sur une volonté de soutenir l'émergence de ces processus collaboratifs qui permettent de créer
du savoir, des savoirs hybrides. Et alors, une dernière piste d'intervention, il me semble que Xavier a évoqué cette idée d'une culture de la recherche. Pour avoir personnellement été partie prenante d'un projet Co-Create, c'est clair qu'en fait, c'est une culture de recherche qui évolue aussi bien de la part des académiques que des partenaires non académiques qui découvrent un petit peu cette façon de se positionner par rapport à des enjeux, par rapport à des situations, qui effectivement de prendre le recul pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour documenter, pour essayer de capitaliser sur les expériences. Je pense qu'il est essentiel de transférer, de construire cette culture progressive de la recherche, notamment en travaillant avec la jeunesse, en travaillant avec les enfants, en travaillant avec les élèves du secondaire, en travaillant avec les étudiants. Il y a un formatage très très fort, il y a un cadre d'apprentissage qui n'est pas propice à cette compréhension de la complexité. Dès qu'on rentre dans le secondaire, on perd un peu cette vision holistique des choses, on passe dans une approche extrêmement disciplinaire qui a l'avantage effectivement de poser des questions bien situées, mais qui très souvent déconnecte en fait de thématiques qui, elles, ne sont pas des thématiques disciplinaires, mais sont des thématiques multi, inter, transdisciplinaires. Et donc, il y a clairement une nécessité en fait de travailler de cette manière-là. Ça permettrait de relier aussi dans la tête de ces jeunes citoyens, on ne va pas dire futurs citoyens, je pense que c'est plus un des termes utilisés, mais ces jeunes citoyens, dès le départ, leur permettre de retrouver un lien un peu plus sain entre science et société, un découpage qui n'a certainement pas lieu d'être, je pense, et qui permettent de reconnecter aussi à cette notion de participation citoyenne, d'engagement, de politique. Et donc, je pense que chez les jeunes, pour l'avoir expérimenté moi-même et avoir été témoin d'autres expériences de co-création, de co-recherche avec des enfants, avec des jeunes, il y a énormément de potentiel positif à travailler à ce moment-là. Voilà, je pense qu'avec ces 3 propositions, j'avais envie de partager avec vous des réflexions qui sont construites sur ce qui s'est partagé aujourd'hui, mais aussi des réflexions qui nous habitent pour le travail que l'on fait à l'Open Lab. On a pas mal de choses structurelles effectivement à mettre en place pour soutenir ce qui se fait déjà et puis pour permettre d'amplifier ces mouvements de compréhension, ces mouvements d'action, ces mouvements de documentation et de recherche. Voilà. Donc les portes de l'Open Lab sont d'ores et déjà ouvertes et clairement on va faire en sorte de les ouvrir encore plus parce qu'on est jeune mais on a vraiment envie d'être un dispositif qui n'est pas une vitrine de l'université mais vraiment un lieu qui se veut être ouvert à tout le monde pour que l'université puisse jouer sa part dans ce mouvement justement, dans cette accélération pour essayer d'être à la hauteur des enjeux de société et aussi pour se garantir un futur un peu moins violent, un peu plus serein, un peu plus égalitaire. Et je peux d'ores et déjà vous inviter à être attentif à une communication qui vous arrivera bientôt, puisque nous co-organisons avec le BSI, avec Cosmopolis et avec l'équipe de Bruxelles 2030, la Summer Assembly qui aura lieu du 4 au 8 juillet. Ça aura lieu notamment à la Tour à Plomb, mais pas que. En fait, c'est une Summer Assembly qui se veut être un moment d'échange, de co-construction, de questionnement, d'invention collective, d'exploration autour d'enjeux bruxellois avec des perspectives à long terme. Et donc, il y a notamment une modalité importante qui a été mise en place pour travailler avec des ateliers participatifs, avec de la co-création et avec beaucoup de propositions d'intervention qui sont issues aussi bien du monde associatif que du monde académique que d'acteurs associatifs. Voilà. Je dois céder la parole maintenant, je pense, à Simon pour donner les suites des choses. Mais merci à tout le monde pour la participation et puis pour la richesse de tout ce qui a été partagé. En tout cas, c'était super nourrissant.